Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes amis. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est la crise du logement en France. 4 millions de mal logés, des prix qui augmentent pour acheter ou pour louer. La construction au ralenti, des Français découragés au point pour les plus jeunes de vouloir moins d'enfants car ils ne peuvent pas loger leur famille. Des sénateurs LR ont donc fait une proposition de loi imparable selon eux. Les élus locaux et les bailleurs sociaux ont plus que jamais besoin de visibilité. N'ayons pas peur de l'affirmer, il faut construire plus. Quant à l'objectif de construction retenu, soit 400 000 logements par an d'ici 2030, il est largement partagé. Construire plus, est-ce la seule solution pour parer à la crise du logement? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Bonsoir à tous les deux pour vos chroniques. Vous fêtez un anniversaire. Oui, Elisabeth, le journal Le Figaro fête ses 200 ans. Il est donc né en janvier 1826, ce qui en fait un des plus vieux journaux au monde. Retour donc aux origines du Figaro, Elisabeth, quand il s'agissait alors d'un journal satirique. Et vous, Marie? Une fois n'est pas coutume, je vous parle de la Cour de cassation qui vient de rendre un arrêt important contre les violences éducatives ordinaires qui sont encore très ancrées dans notre société française. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons la philosophe Cynthia Fleury et la comédienne Sophie Guillemin pour évoquer La fin du courage, adaptation théâtrale du livre éponyme de Cynthia Fleury, une pièce salutaire et stimulante alors que semble monter partout la marée noire du découragement. On les retrouve avec joie tout de suite. Cynthia Fleury, Sophie Guillemin, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Sophie Guillemin, actrice, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, autour de La fin du courage qui va démarrer au Théâtre de l'Atelier à Paris le 17 janvier, donc samedi. Sophie Guillemin, une pièce de théâtre, un dialogue, une pièce constituée par un dialogue autour du courage et des notions de fin de courage. C'est pour faire venir au théâtre des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des essais sur ce thème-là. Oui, je trouve ça courageux justement de parler de philosophie au théâtre parce que c'est pas accessible non plus. Enfin, ça y est, j'ai commencé là. Pour le plus grand nombre. Oui. Eh bien, on va voir précisément comment tout cela s'organise avec votre profil idéal à toutes les deux, réalisé par Gaël Legras. Cynthia Fleury, l'adaptation de votre texte intitulé La fin du courage sera donnée au Théâtre de l'Atelier de Paris dès ce samedi. Sophie Guillemin, vous faites partie des interprètes qui se succéderont sur scène jusqu'au 8 mars prochain. Pour évoquer l'importance du courage, vous avez donc toutes deux le profil idéal. Selon vous, Cynthia Fleury, le courage est souvent reçu comme un impératif de résistance, mais vous le considérez aussi comme un impératif de construction. S'il est utile pour engager une rupture avec un mal-être, une situation personnelle ou collective que l'on n'accepte pas, il est aussi créateur de liens. D'une certaine manière, vous évoquiez déjà cette idée en 2000, à l'âge de 26 ans, à l'occasion de la sortie de votre premier livre. Le rapport entre l'un et l'autre, c'est du niveau du miracle et de la blessure, voire du miracle de la blessure. C'est-à-dire qu'il faut véritablement se faire traumatiser par l'autre pour comprendre ce que c'est que l'autre et que soi. En 2010, dans votre essai philosophique, vous avancez que chaque époque affronte à un moment de son histoire son seuil mélancolique et que, de même, chaque individu connaît cette phase d'épuisement et d'érosion de soi. Vous en appelez donc à une éthique du courage tout en restant tolérant avec ses vulnérabilités et ses propres limites. C'est le geste magnifique du courage, c'est que ça vous fait sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui, à un moment donné, fera cet acte-là. Et c'est ça qui dit votre unicité, c'est ça qui vous rend unique. Vous vous inspirez de Vladimir Jankélévitch, pour qui le courage est la vertu cardinale, la condition de réalisation de toutes les autres vertus, la force motrice de l'amour de soi et des autres. Il faut commencer par le commencement, et le commencement de tout est le courage, écrit-il. Les occasions du courage, elles naissent dès le moment où je suis obligé de répondre par oui ou non en engageant quelque chose, en compromettant quelque chose. Aujourd'hui, dans votre pièce, vous inventez un dialogue entre une journaliste incarnée notamment par Sophie Guillemin et une écrivaine à qui vous faites dire « Le prix à payer du manque de courage est bien plus élevé que le prix du courage ». Oui, une journaliste qui s'appelle Noël Blanc, hein, c'est ça? Il y a un peu d'humour quand même dans le choix sémantique, onomastique de ce nom, pour une pièce qui va se jouer en plein hiver. Cynthia Fleury, la fin du courage et le danger lié à la fin du courage, c'est quoi? Ce serait quelque chose de l'ordre de la soumission et du début d'un renoncement
le glissement vers un renoncement personnel ou collectif d'ailleurs? Oui, la notion, c'est celle de glissement, oui, parce que, alors il y a plusieurs types de découragement, hein. Tous les découragements ne sont pas non plus à dénoncer de manière morale. Il y a des découragements qui, hélas, se font malgré soi, et avec un sujet qui a envie de résister à ce découragement. Mais parfois, c'est plus sournois, et à un moment donné, oui, on se fait un peu le passager clandestin du délire du système, et ça, c'est toujours dangereux, parce qu'il y a une forme d'érosion, de lassitude, de désenchantement. Il y a une formule qui est assez géniale de Christophe Dejour, qui dit « c'est l'acrasie paresseuse ». Ouais. L'acrasie paresseuse, alors l'acrasie en grec c'est akrasia, c'est le manque de fermeté d'âme, on peut appeler ça la lâcheté, mais vous voyez, il appelait ça l'acrasie paresseuse, c'est-à-dire c'est pas ceux qui sont dans le zèle, c'est ceux qui ont lâché, quoi. Et on flirte tous un peu avec ça, mais à un moment donné, une société est véritablement en danger quand c'est ça qui prend la main. Absolument. Sophie Guillemin, le plus haut lieu du découragement, dit Cynthia Fleury, c'est le monde du travail. Est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce que c'est le plus haut lieu du découragement pour vous aussi, le travail? Oui, ça m'est arrivé justement de me décourager professionnellement. Parce que la vie professionnelle, c'est quand même un des plus grands challenges de sa vie en général. Et c'est une activité quotidienne pour la plupart d'entre nous. Et quand en plus il y a une approche artistique dans cette activité, il y a de soi, on y met de soi, on y met de son expression personnelle. On est soumis au désir des autres. On est aussi énormément soumis au désir des autres. Et c'est hyper pas évident, quoi. Donc quand ça marche pas, c'est pas seulement son propre travail qu'on remet en question, c'est aussi soi-même. Et ça, c'est un peu compliqué d'arriver à faire la part des choses et de comprendre que justement, c'est pas forcément sa propre personne qui est rejetée, mais c'est soumis à plein de conditions, quoi. Cynthia Fleury, dans ce rapport entre le courage et la peur, est-ce qu'on pourrait dire que si on rapporte le courage à l'actualité, ce qui se passe en Iran, le mouvement de protestation, c'est la liberté ou la mort, et là c'est véritablement l'incarnation du courage de la part de ces manifestants, ces protestataires? Oui, là c'est si vous voulez, c'est le courage. Oui, c'est le courage face à ce qu'on appelle le réel de la mort. Il n'y a pas de définition plus explicite que celle-ci. Malgré tout, ça ne veut pas dire que ce n'est que ça, le courage, mais c'est vrai que ça nous oblige tous tout de même à mettre, à être dans une espèce d'admiration totale, parce qu'encore une fois, ce sont des luttes que nous avons oubliées, et tant mieux. Hein, il ne s'agit pas demain, j'espère que demain, on ne sera pas de nouveau convoqué sur ce rapport plus sacrificiel à la vie, mais en même temps, c'est extraordinaire ce qui se passe. Alors, j'espère que véritablement on viendra en aide d'une manière ou d'une autre à ce peuple qui se soulève contre l'inacceptable. Juste vous faire réagir sur ce qu'avait dit Romain Gary en 80. À un moment donné, il a dit à un de ses amis, avant de se suicider, « La vie n'est pas la solution ». Par rapport au courage, ça vous évoque quoi, ça? Alors Gary, il avait des formules extraordinaires, donc... Là, vraiment, c'est une herméneutique. On peut ouvrir, et d'ailleurs, j'invite tous les étudiants à plancher. Non, je ne sais pas, la vie n'est pas la solution. Ça veut dire qu'en dernière instance, si vous voulez, aux dernières nouvelles, en tout cas, la vie est une aventure qui ne termine pas si bien. Donc on peut éventuellement dire que la vie n'est pas une solution. Maintenant, ce n'est que celle-ci qui nous est proposée. Donc on peut aussi retourner la chose, et en disant, après tout, Gary, même s'il s'est suicidé, il a été l'auteur magnifique qu'il est, il nous inspire tellement. Mais la mort fut sa solution. Mais la mort fut sa solution, et l'œuvre sa sublimation. Oui. Alors, on va évoquer donc avec vous et avec Anna, à propos de la philosophie, puisque vous êtes philosophe, il y a des ateliers qui démarrent en maternelle. Oui, chaque année en France, des classes de grande section, de moyenne section accueillent des intervenants pour parler philo pendant 15 à 45 minutes. Et il paraît que 4-5 ans, c'est l'âge idéal pour débuter, parce que c'est le moment où les enfants se posent
tout un tas de questions, plein de pourquoi. Et donc, le philosophe Frédéric Lenoir a popularisé, lui, cette pratique, notamment à travers son association SEV, Savoir-être et vivre ensemble, qui forme des animateurs à intervenir dans les écoles. Alors, lors d'un atelier, les enfants sont assis en cercle. L'animateur va lancer le débat. C'est quoi un ami? C'est quoi le bonheur, par exemple? Il y a tout de même quelques règles à respecter. On s'écoute, on parle seulement quand on a le bâton de parole en main. On ne se moque pas et à la fin, personne n'a raison ni tort. Et au bout de quelques séances, les enfants apprennent non seulement à exprimer clairement leurs pensées, à prendre la parole devant les autres et puis à formuler une réflexion collective, des capacités qui sont, mine de rien, très utiles dans la vie de tous les jours. Cynthia Fleury, est-ce que ça a du sens, justement, d'éduquer les enfants, les tout-petits, à la philosophie? Oui, ça a énormément de sens. Je suis intervenue souvent en tant que professeur invité dans les classes de maternelle par mes collègues qui ont les futurs étudiants. Et ça marche très très bien. En fait, ça marche très très bien parce que, si vous voulez, il y a une espèce de circuit court pour les enfants qui passent direct. Donc, ils ne passent pas par l'univers des normes ou du savoir, ils passent par l'intuition, la sensibilité, l'intelligence directe. Et donc, ils ont une manière de vous faire des définitions du ciel, de la terre, de la mort, et qui sont terriblement à la fois disruptives et souvent assez justes. Et Sophie Guillemin, quand on joue une pièce comme ça sur le courage, est-ce qu'après, au quotidien, elle nous inspire? Qu'est-ce qui change en soi? Qu'est-ce qui change dans son rapport aux autres? Cynthia est devenue un peu mon mentor de vie. Bien évidemment. Exactement. J'allais le dire, mais je préfère que tu le dises parce que voilà. Je le reconnais. Non, mais blague à part, quand j'ai reçu ce texte, honnêtement, ça a été hyper important pour moi parce que ça disait aussi beaucoup pour moi, pour ma propre vie. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé à avoir le trac, je me suis dit, non, Sophie, tu fais une pièce sur le courage, tu vas quand même pas commencer à avoir le trac. Donc, non, mais je suis hyper fière de participer à la fin du courage. Et moi, je peux le dire, extraordinairement reconnaissante à toutes mes actrices. Enfin, c'est quand même un cadeau absolu de les avoir, et notamment Sophie, mais c'est vrai que c'est un grand bonheur pour le coup, c'est une joie. Indépendamment du courage, il y a la question de la joie. Et il y a la question de la parésia, le courage de dire la vérité. Ça, c'était le philosophe Michel Foucault qui a beaucoup exploré cette notion. C'est important, et nous devrions tous le prendre pour nous, quel qu'en soit le prix, ou pas. Alors non, il faut comprendre, parce que, encore une fois, sachant que c'est une des définitions chez Foucault de ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est ce qui permet, dit Foucault, le jeu parésiastique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, chacun peut essayer de tenter de dire le vrai sans se faire immédiatement exécuter pour cela. C'est pas toujours vrai, même en démocratie. Il y a des morts sociales qui sont terribles, des formes des comme ça, exactement, des mises au banc, etc. Malgré tout, est-ce que c'est une des plus grandes questions en philosophie, est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Et là, il y a des très très grandes querelles. Et moi, je suis assez du côté d'Alain, de Jean Kelevitch, etc., qui considèrent que la vérité, elle se dit aussi dans une définition relationnelle, c'est-à-dire à qui je dis la vérité et dans quel type de contexte. Et je trouve que ça a quand même son importance. Donc là-dessus, je suis un tout petit peu moins kantienne. Vous savez que Kant est totalement imparable, il faut dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Exactement. Je pense au contraire qu'il y a quelque chose de la phronésis, comme on dit en grec, de la sagesse pratique, et donc en contexte. Merci Cynthia Fleury, merci Sophie Guillemin. C'est donc La fin du courage, pièce de théâtre sous forme de dialogue. Au Théâtre de l'Atelier, ça démarre après-demain samedi soir et ça se termine début mars. Et peut-être plus si affinité, allez savoir. Et ça semble, d'après ce que l'on l'a lu, ce que nous avons lu et entrevu, formidable. On passe à notre débat sur la crise du logement en France, qui n'a jamais été aussi aiguë. 4 millions de mal logés, des prix pour acheter ou louer devenus prohibitifs, au point qu'ils expliquent en partie la baisse de la natalité. Alors, construire plus de logements, comme viennent de le réclamer des sénateurs, est-ce la solution? Faut-il encadrer les loyers, rénover de vieux bâtiments? Comment résoudre cette crise? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Voici l'appartement, donc on y accède. Que faire lorsque le coût des loyers explose, que l'accès à la propriété recule et que les files d'attente s'allongent pour obtenir un logement social? Il n'y a rien. Zéro offre. La crise du logement était au cœur des débats avant-hier au Sénat, qui a examiné une proposition de loi portée par la sénatrice LR Dominique Estrosi Sassone.
L'objet est simple, tracer un cap clair et nous donner les moyens de répondre à l'onde de choc politique de la crise du logement. Le texte préconise de construire plus, de rénover les bâtiments existants, de préempter des terrains vendus à des prix excessifs ou encore de protéger les propriétaires des squatteurs. Mais une mesure passe mal. Les communes urbaines qui n'ont pas encore respecté leurs obligations de construction de logements sociaux pourraient inclure dans leurs nouveaux chantiers des logements intermédiaires aux loyers plus coûteux. La gauche sénatoriale dénonce un détricotage de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. C'est la loi SRU qui est visée. Tout concourt à faire chuter la production de logements sociaux et à déprioriser les publics les plus fragiles. Tous les garde-fous qui pouvaient s'interposer entre la volonté de certaines communes récalcitrantes et l'État sont balayés. Premier poste de dépenses contrainte des ménages, le logement est devenu un enjeu de premier plan, d'autant que la crise actuelle freine la natalité. Faute de mètres carrés, les Français n'ont jamais fait aussi peu de bébés, selon le rapporteur d'une mission parlementaire sur la crise démographique. On est le seul pays d'Europe où le désir d'enfant est aussi haut et la réalité aussi faible. Et ceux qui veulent en avoir, ils se posent des questions matérielles. Les loyers deviennent très chers, le prix d'acquisition devient important, les taux d'intérêt augmentent. Alors pourquoi la crise du logement se révèle-t-elle si aiguë? Faut-il construire toujours plus? Comment loger tout le monde? Nos trois invités pour ce débat, Robin Rivaton, bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur et essayiste, selon vous, l'une des raisons de la crise du logement, c'est que les terrains coûtent trop cher. Si on construit de moins en moins de logements, c'est en partie à cause de l'effondrement de la maison individuelle. À côté de vous, Marianne Louis, bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. C'est la structure qui regroupe les HLM en France, 5 millions de logements et 11 millions de locataires dans ces fameuses HLM. Et selon vous, l'objectif des sénateurs, donc les sénateurs LR qui ont fait cette proposition de loi, de relancer la construction de logements est souhaitable. Mais ce qui compte, ajoutez-vous, ce n'est pas le nombre de logements construits, c'est qu'ils soient destinés à loger les familles les plus modestes. Autrement dit, c'est une bonne attribution de ces logements. Et à côté de vous, Marie-Corde Roy, journaliste à BFM Business en charge de l'immobilier. Selon vous, la crise du logement n'a jamais été aussi forte. La principale cause, c'est le ralentissement de la construction. Par ailleurs, la crise inflationniste, ajoutez-vous, a provoqué un arrêt de l'accès au crédit immobilier car les taux ont progressé de manière stratosphérique. Et alors, on va démarrer ce débat avec le chiffre du jour. Le Sénat fixe pour objectif, donc dans sa dernière proposition de loi, la construction de 400 000 logements neufs par an d'ici 2030, contre 260 000 en 2024, qui était un chiffre historiquement bas. Robin Rivaton, il n'y a pas assez de logements à acheter ou les Français n'ont pas assez d'argent pour les acheter ? Il n'y a pas assez de logements à acheter, parce que le chiffre que vous mettez est purement incantatoire. On parlait de 500 000, on a parlé de 600 000, on parle de 400 000. Un jour, on dira 300 000, c'est bien, parce qu'en fait, on sera à 200 000. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez de logements. La production de logements, ce n'est pas seulement la construction neuve de logements, c'est aussi la transformation de bureaux en logements, c'est aussi la surélévation, la rénovation, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas une solution magique pour relancer cette production, mais ce blocage sur la production de logements neufs a un impact très concret. On peut se dire 200 000 logements, c'est pas grand-chose. Il y en a 37 millions dans le pays, 200 000 en moins, ça va pas faire la différence. Ça fait la différence parce que ça bloque les parcours résidentiels. La personne qui ne rentre pas dans ce logement, elle reste dans le parc locatif privé, dans le parc locatif social. Et donc, l'autre personne qui arrive, le jeune étudiant qui part de chez ses parents, le ménage qui est en mobilité, le ménage qui est en situation de divorce, il se retrouve sur un marché qui est bloqué. Oui, mais Marie-Corde Roy, il y a aussi les moyens d'acheter, tout de même. Quand on voit que les salaires ont été multipliés par 5, quand le prix du logement a été multiplié par 12 en 40 ans, il y a quand même une distorsion incroyable. C'est un tiers du revenu des Français aujourd'hui. C'est de plus en plus lourd. Le coût du logement, il est évidemment de plus en plus lourd. Ce qui est assez dingue d'ailleurs, quand vous regardez les sondages d'opinion, tout le temps, la priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et dans les médias, on voit toujours le pouvoir d'achat, c'est monsieur et madame tout le monde à la caisse du supermarché ou à la pompe à essence. Mais en réalité, la plus grosse dépense mensuelle des Français, c'est leur logement, qu'ils soient locataires ou propriétaires, en remboursant les mensualités de crédit. Donc oui, les salaires n'ont pas suivi les prix de l'immobilier et les taux d'intérêt, je le disais, dans la crise inflationniste qu'on a connue, ils ont une progression spectaculaire, pas tant en montée, parce que des taux à 4%, on en a connu pendant des années, c'est juste qu'on est passé très rapidement des taux à moins d'1% sur 20 ans à 4,2% à l'espace pour emprunter, c'est ça, c'est les taux pour emprunter. Crédit immobilier pour emprunter. Et c'est ça qui a complètement grippé le marché à ce moment-là aussi, au-delà de l'écart entre les salaires et les prix. Marianne Louis, vous qui êtes en charge de la gestion du parc HLM en France, en tous les cas qui regroupait la structure de tous ces HLM, est-ce que vous sentez ce qu'on lit dans les sondages, c'est-à-dire que les Français ne veulent plus agrandir leur
foyer parce qu'ils n'ont plus la place de le faire, et c'est le cas notamment dans les HLM. Nous, ce qu'on ressent beaucoup, c'est que ce qu'on appelle le taux de mobilité, c'est-à-dire les personnes qui peuvent quitter le logement social, a profondément baissé. Avant, on avait un taux de mobilité, on avait un taux de rotation, on avait à peu près 10% de nos locataires tous les ans qui quittaient leur logement, et en grande partie pour aller vers de l'accession, parce que quand on est locataire, souvent l'aspiration quand on est locataire HLM, c'est vers l'accession à la propriété. Et ce qu'on voit, c'est que ce taux chute, et à l'inverse, on a de plus en plus de demandeurs. Donc, pourquoi le taux chute? Et là, je rejoins ce qui est dit. Le taux chute parce qu'avec des revenus modestes, même quand on a, je dirais, les revenus modestes les plus importants du parc social, on ne peut plus du tout accéder à la propriété, la hausse des prix eux-mêmes et la hausse des taux d'intérêt. C'est pour ça que, par rapport à l'objectif de 400 000 logements, évidemment, il faut produire des logements. Du projet de loi LR. Mais il faut se préoccuper de quel type de logement, à quel niveau, pour que les niveaux de prix de sortie soient accessibles. Je rappelle que le salaire médian en France, le revenu médian, on est autour de 2100 €. Je crois qu'avec 2100 € sur 25 ans, on doit pouvoir emprunter 250 000 € à peu près, quelque chose comme ça. Donc, très vite, on voit qu'il y a aussi une désadéquation entre le coût du logement, le prix du logement et les revenus des ménages. Ouais. Et Marie-Cœur de Roy, la conséquence ultime, c'est la dénatalité. C'est-à-dire que les jeunes couples se disent non, je ne peux pas avoir une chambre en plus, donc je n'aurai pas un deuxième ou un troisième enfant. C'est incroyable parce qu'on on en est arrivé il y a plus de décès que de naissances. Exactement. Et on s'émeut de ça, de cette bascule démographique. Vous avez encore un sondage qui est publié hier de Odoxa qui nous dit quoi? Ils ont interrogé les jeunes par rapport au logement, qui nous dit qu'en gros, vous avez 1 jeune sur 5 qui dit je ne vais pas faire d'enfants parce que je ne peux pas avoir accès au logement adapté à ma construction familiale. C'est ça la réalité. Vous avez tout un tas de sondages qui montrent que ça détermine aussi notre accès à des études. Je vais renoncer à poursuivre certains cursus parce que je sais que dans ces villes-là, je ne vais pas avoir de logement. Je vais renoncer à un emploi. Je vais renoncer à me nourrir convenablement. Enfin, l'impact de l'accès à un logement digne et adapté à nos situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, il est immense, quoi. Romary Varton, alors quelles sont les solutions, hein? C'est, bien sûr, il faut s'interroger là-dessus. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on estime que ça coûte trop cher de construire, qu'il y a trop de normes, trop de réglementations? C'est ça qui empêche les promoteurs de construire, par exemple? Alors, la construction, c'est 2 choses, c'est les bâtiments collectifs et les maisons individuelles. Les maisons individuelles sont ce qui était le moins cher. En réalité, ça paraît un peu contre-intuitif, mais ce qui était le moins cher, c'est de produire un pavillon. On produit à 800 € du mètre carré à peu près. Quand vous faites du logement collectif, ça vous coûte plutôt 1 500 € pour des raisons très simples. Vous mettez un ascenseur, vous mettez des parkings en souterrain. Et ce mode de construction qui était le moins cher, qui était celui qui était accessible notamment à une partie des locataires du parc social et du parc privé qui voulaient devenir propriétaires, on l'a arrêté pour des choix qui sont des choix environnementaux et qu'on peut totalement défendre ou débattre, mais notamment le zéro artificialisation nette qui vise à ne plus artificialiser de sol d'ici 2050, mais qui a été très largement devancé. C'est-à-dire qu'en 2050, les effets de la démographie seront très présents et c'est peut-être une bonne stratégie. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce zéro, il est devancé dès 2030, dès 2025. Et donc, cette construction de maisons individuelles est en train de s'effondrer. Et donc, c'est des ménages qui ne peuvent plus quitter et d'acheter à 125, 150, 200 000 €. C'était ça, les budgets de la maison individuelle. Hein. C'est pas, alors, on voit peut-être, on a tout de suite les grandes maisons en tête. Mais la réalité, c'était l'idéal pavillonnaire. Des petites maisons pavillonnaires sur un terrain à bâtir. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. C'est comment on fait ça. Un autre point, c'est qu'on a des normes, effectivement, de construction. Aujourd'hui, en France, on a décidé de faire la construction la plus efficace au monde. Et ça peut être un choix, la moins carbonée au monde. Ça s'appelle la réglementation environnementale 2020. Le problème, c'est quand on vous fabriquez que des Rolls-Royce, les gens qui ne peuvent pas s'acheter des Rolls-Royce, ils ne peuvent pas conduire. Dans le logement, malheureusement, on a un petit peu le même phénomène. Oui, mais enfin, pour le futur, pour les générations futures, c'est quand même pas mal, non, les normes environnementales? Et c'est toujours un arbitrage. C'est l'arbitrage entre maintenant et demain. Et donc, si vous dites à des gens, aujourd'hui, vous faites un sacrifice parce que vous ne pouvez pas vous loger, vous faites un choix. Dans ESG, vous avez l'environnement, le social et la gouvernance. La question, c'est l'arbitrage entre le social et la gouvernance. Et moi, j'ai toujours dit que j'avais une priorité, en tout cas une pyramide, qui est d'abord loger les gens, d'abord les loger bien et ensuite les loger verts. Et aujourd'hui, on a un petit peu l'inversé de l'ordre des priorités et on le paye très concrètement. On peut quand même aussi cumuler aussi avec l'aide publique, hein, ça se subventionne, c'est-à-dire qu'on a fait aussi disparaître des aides à l'achat. On avait fait à un moment donné disparaître le prêt à taux zéro pour l'achat d'une maison, par exemple. Ça n'a pas aidé. On a supprimé ce qu'on a appelé l'APL accession, qui permettait à des ménages modestes d'accéder à la propriété. Vous connaissez les APL dans le parc locatif. Et ben, l'APL accession, c'était je t'aide avec des mensualités de crédit plus faibles grâce à l'aide de l'État. En plus, ça coûtait moins cher mensuellement au pouvoir public que l'APL locatif. Ça a été
supprimé. Du temps d'Emmanuel Macron, je ne sais plus quelle date, Marianne Louis pourrait nous dire, je pense. Projet de loi de finances 2018. Alors, on va évoquer parmi les solutions, vous avez d'ailleurs prononcé ce mot tout à l'heure, Rivaton, la surélévation des habitats pour créer plus de logements. Oui, produire plus de mètres carrés sans s'étaler, c'est le principe donc de la surélévation, qu'on appelle aussi foncier aérien. Dans les grandes villes, il s'agit réellement de superposer de nouveaux logements sur des immeubles déjà existants. Et visiblement, il y a un potentiel. 220 000 nouveaux logements pourraient être construits dans les 15 plus grandes métropoles de France grâce à cette technique. C'est la moitié de ce qui est demandé chaque année par les sénateurs. Et dans les zones rurales ou périurbaines, ça permettrait aux propriétaires de maisons individuelles de rajouter une ou plusieurs pièces à leur logement. 7 Français sur 10 y sont favorables, selon une enquête OpinionWay de mai 2025. Alors sur le papier, ça paraît très bien. On rénove des bâtiments qui sont déjà existants, ce qui fait baisser l'empreinte carbone du secteur immobilier. Et dans le même temps, vous l'avez dit, on réduit l'artificialisation des sols. Mais, car il y a un mais, il y a quelques éléments à prendre en compte. Déjà, les travaux pour surélever un bien sont très complexes. Il faut s'assurer que le bâtiment est suffisamment solide. Si ce n'est pas le cas, il faut donc le consolider et renforcer ses fondations. Et donc, ça coûte forcément plus cher. Et dernière chose, il faut aussi pouvoir prendre soin des gens qui habitent en dessous dans le cas des copropriétés, le temps des travaux, éventuellement les déloger temporairement. Et ça peut aussi avoir un coût. Marianne Louis, est-ce que surélever, ça peut être la solution miracle, et notamment pour les HLM ? Alors, surélever, c'est une solution dans un certain nombre de situations, mais comme vous l'avez dit, c'est très coûteux. Donc, pour que ce soit rentable, il faut que ce soit dans des situations où le foncier est très cher. Donc là, le premier point, et je rejoins Romain, c'est de s'interroger sur la question de la régulation du prix du foncier. Comment se fait-il ? On a un discours qui dit on veut lutter contre la rente. La plus grosse rente, c'est la rente foncière. C'est vraiment une rente qui ne demande aucune activité. Je suis propriétaire d'un foncier, j'ai pas à gérer des locataires, je n'ai pas à réfléchir au projet de construction. Je fais une rente foncière. Donc vraiment, lutter contre la rente foncière et contre l'inflation foncière. Dans un certain nombre de cas, ça peut être une solution. J'attire néanmoins votre attention qu'on dit 220 000 logements par la surélévation. Déjà, on arriverait à éviter qu'un certain nombre de logements déjà existants soient retirés du marché, que ce soit du marché locatif ou du marché accession, au profit de résidences secondaires, de meublés touristiques, etc. On les retrouve largement, nos 220 000 logements. Airbnb, pour ne pas le nommer. Et on les retrouve dans des métropoles. Parce que, je le disais, construire 400 000 logements, si c'est construire 400 000 logements T5, T6, qui ne correspondront pas aux besoins... C'est quoi T5, T6 Pardon, 5 pièces. Voilà, qui ne correspondront pas aux revenus et aux besoins d'un jeune couple avec un enfant, ou des petites surfaces qui vite vont se retrouver en meublé touristique. On aura construit 400 000 logements, c'est bien pour le secteur du bâtiment, mais ça n'aura pas réglé la crise du logement en France. Mais Romain Rivaton, est-ce qu'il va falloir s'habituer à voir nos villes poussées vers le haut, sky is the limit, comme à Singapour, par exemple ? Les villes, historiquement, ont toujours grandi comme ça. Vous le voyez, vous voyez des strates de bâtiments, d'étages qui se sont rajoutés les uns sur les autres, et les fondations ont très bien tenu dans la plupart des cas. Aujourd'hui, le principal blocage, il est de quoi ? C'est que le droit de l'urbanisme, il y a 2 blocages. Il y a un blocage de la copropriété. Aujourd'hui, on demande que la copropriété donne un avis surmajoritaire pour autoriser ces opérations, et donc vous avez une minorité de personnes qui en fait décident pour un effet pour l'intégralité de la ville. Et vous avez un deuxième problème, c'est que beaucoup des architectes des bâtiments de France aujourd'hui ne valident pas ces opérations. On peut les faire à des coûts économiques relativement modérés en réalité, mais elles sont bloquées parce que elles vont pas s'inscrire dans le paysage. Et moi, j'invite à avoir une réflexion un peu plus. Nos villes sont organiques, elles se développent, elles grandissent. Le haussmannien, quand il a été créé, aujourd'hui, ça paraît génial, ça a été très décrié quand ça a été initié. Et donc, il faut accepter, si on veut plus de logements, il faut accepter des mutations et évoluent. Elles ont des trames différentes. On rajoutera des étages. C'est peut-être pas joli sur le papier, mais c'est ce qui permet de loger des gens. C'est joli. Non, il faut le dire. En fait, c'est de plus en plus faisable techniquement parce qu'on a amélioré en fait les matériaux de construction. Vous avez de la surélévation, les surélévations là. Et de la surélévation bois qui permet justement de moins se poser la question de savoir si les fondations sont assez solides. C'est plus léger. C'est donc plus faisable techniquement. Ils ont facilité le vote en assemblée générale quand même, nos élus progressivement. Donc désormais, c'est un peu plus simple d'avoir une majorité qui vote pour la surélévation. C'est la technique dont il faut user aujourd'hui. Si on a des enjeux écologiques, mais des enjeux de loger les gens, il faut surélever. Pardon, mais Marianne Louis, vous qui êtes à la tête, encore une fois, de tout ce qui regroupe les HLM en France, l'Union sociale pour l'habitat, quand vous voyez ces milliers de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés dans les grandes métropoles, est-ce que vous ne dites pas, mais quelle injustice, je pourrais les utiliser, on en est tous les observateurs dans les grandes métropoles? Non, mais c'est clair qu'il y a des milliers de mètres carrés de bureaux, d'entrepôts. Mais alors pourquoi on ne peut pas les transformer? Il y a une question alors il y a plusieurs sujets. Pour les bureaux, il y a une
y a une question qui est d'ordre technique, c'est qu'il faut quand même bien avoir en tête, vous voyez des mètres carrés de bureaux vides, les immeubles de bureaux sont des immeubles très larges, et donc les immeubles de logement sont des immeubles beaucoup plus étroits. Donc c'est compliqué de les convertir C'est compliqué de les convertir parce que sinon il n'y aura pas de lumière naturelle au milieu, en fait, ou alors on fait des pièces tout en couloir. Donc on ne retrouve pas exactement les mètres carrés, je le dis. Deuxième point, c'est la question du coût de transformation. Transformer des mètres carrés de bureaux en logement, c'est quasiment le même prix que construire des logements. Alors pour autant, ça a un impact écologique très favorable, parce qu'on évite notamment de retoucher aux structures qui sont très porteuses de béton, très carbonées, etc. Mais ça nécessite de pouvoir acheter ces bureaux à un prix très faible, parce que le coût de transformation, c'est quasiment le coût de construction. Il faut refaire des ascenseurs, il faut refaire de l'électricité, il faut refaire des réseaux, des salles de bain, etc. Et les propriétaires de ces bureaux ne sont pas d'accord pour les vendre à un coût... Bon, là, aujourd'hui, de plus en plus, puisqu'ils sont vacants très structurels. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils acceptent de les vendre à zéro, voire parfois à moins de zéro. Il faut qu'il y ait une subvention pour que ça tienne, l'équilibre économique. Marie Cœur de Roy, pardon, mais dans le projet de loi, il y a le droit de préemption des terrains à prix excessif. On parlait tout à l'heure, ça coûte cher le foncier. Est-ce qu'il faut donner aux maires la possibilité de préempter, de dire aux gens, je vais vous payer votre terrain beaucoup moins cher parce que je veux construire? Mais c'est pas beaucoup moins cher. Non, alors... Moi, je trouve que c'est une super bonne idée parce que l'idée, c'est de reconnaître qu'il y a quand même un gros problème de prix du foncier et de se dire qu'il va falloir bloquer les prix. Attention, ce qu'ils disent, c'est si on voit que dans le deal de la vente, les prix, on a un surenchérissement et que ça ne correspond pas à ceux du marché, nous, on va effectivement assurer et acheter au prix du marché. L'idée, c'est pas d'acheter moins cher que le marché, mais d'acheter moins cher que le prix qui aura été déterminé par des enchères qui montent et qui ne s'arrêtent plus. En fait, on est en train de reconnaître qu'il y a une forme de spéculation sur le prix du foncier quand même. Il n'est pas d'accord. La France, ça ne m'étonne pas. Non, pas pour ça. La France est le seul pays d'Europe à avoir un droit de la préemption qui permet d'acheter en dessous du prix du marché. Il n'y a aucun autre pays d'Europe qui a ce régime-là. Ça a été attaqué des dizaines de fois devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu à la France le droit d'acheter en dessous du prix de marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de foncier? Le foncier, c'est qu'on va acheter des fonciers de maisons individuelles, donc où il y a une maison, un logement, deux logements. On va les remembrer, donc prendre ces deux fonciers ensemble et pouvoir construire une opération de logement collectif dessus. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui achète un foncier très cher pour juste garder la maison. Quelque part, c'est son choix, c'est sa vie, ça change pas grand-chose. Donc c'est ces opérations-là qui aujourd'hui posent problème parce qu'elles créent énormément de valeur tout d'un coup pour le propriétaire de la maison qui va vendre. En fait, il vend pas la maison, il vend la maison plus le foncier. Et là-dessus, il est très peu fiscalisé puisqu'il est fiscalisé zéro. En fait, il est fiscalisé au prix de la maison. Et ce qu'il faut, c'est fiscaliser ça en disant cette part-là, il faut la rendre à la collectivité. Il n'y a pas de raison que quelqu'un s'enrichisse par la simple détention de la terre. Et il faut modifier toute la fiscalité sur la détention du foncier parce que c'est vraiment ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus on garde un terrain aujourd'hui, moins on sera fiscalisé en sortie. Alors, il faut quand même garder un peu du temps pour le logement social. Vu les attentes. Avec le logement social, il y a 2,7 millions de personnes, de Français qui attendent aujourd'hui un logement social. Regardez ce qu'a dit le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Il veut redonner du pouvoir aux maires, justement, pour permettre une rotation dans le logement social. Il dit, aujourd'hui, c'est plus au préfet de décider, c'est plus au département, c'est aux décideurs locaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est 2,9 millions. À la fin, je vous donne le chiffre au 31 décembre. On est à 2,9 millions. Et 400 000 ont été attribués cette année. Voilà, et un peu moins de 400 000. Il faut dire que c'est sur ces 2,9 millions, il y a 900 000 personnes qui sont déjà logées dans le logement social, mais qui veulent changer de logement. Donc je dirais en net, on est à 2 millions. Ce que dit Vincent Jeanbrun, c'est des choses assez contradictoires. Il dit, alors là, il dit, je veux redonner du pouvoir aux maires en matière de logements sociaux. Je pense qu'il parle surtout de la question des attributions. Mais pour avoir des logements, pour qu'il y ait des attributions, il faut qu'il y ait des logements. Faut qu'il y en ait. Donc, premier point, pour pouvoir attribuer des logements, pour pouvoir redonner du pouvoir aux maires, il faut pouvoir construire plus de logements ou permettre également à des locataires HLM d'entrer dans des parcours d'accession en rétablissant un PTZ efficace, un prêt à taux zéro efficace, en rétablissant une APL, une aide à l'accession efficace, en retrouvant des produits qui conviennent aux ressources. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est que je parlais tout à l'heure de la question de qui on veut loger. Il faut quand même se dire que tout le monde a le mythe tout le monde place pas la classe moyenne au bon endroit. La vérité, c'est que, je le redis, le salaire médian en France, pour une personne seule, c'est 2100 €. Et donc, l'offre aujourd'hui, qui existe n'est pas adaptée. C'est trop cher. Je ne parle pas de l'offre personne seule avec 2 enfants. Je parle de l'offre privée. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a
Donc il y a aussi beaucoup de gens qui sont en dessous de ce revenu et qui ont besoin du logement social. Et il y a des gens qui ont des faibles ressources. Donc aujourd'hui, nous dire qu'on construit trop de logements pour les personnes les plus pauvres, ces gens, ils sont demandeurs de logement. Aujourd'hui, on a la moitié de la demande, c'est des familles monoparentales, des femmes qui travaillent à 4/5e, qui sont seules et qui se retrouvent avec 2 enfants et qui donc ont des ressources extrêmement faibles. Et il faut les loger. Donc donner du pouvoir aux maires, soit, mais si c'est derrière pour nous expliquer qu'il faut remettre en cause, par exemple, la loi solidarité et renouvellement urbain, la loi SRU, pour réduire le taux de logements sociaux par commune, ça ne répondra pas à la demande. Vous êtes d'accord avec ça, Omer Yvaton, ou pas? La loi, c'est 20 à 25% de logements sociaux dans les communes. Certains disent, voilà, c'est ça qui met à plat le système aujourd'hui, parce qu'on oblige les maires, parce qu'on les contraint. Non, après, la question aujourd'hui des maires, c'est qu'effectivement, ils ont l'impression que le pouvoir d'attribution s'est réduit pour tout un ensemble de raisons qu'on ne va pas détailler, qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'attributions qui sont faites de manière beaucoup plus anonymisée que par le passé. Il y a des commissions d'attribution, il y a des gens qui sont... Ils avaient un pouvoir avant de réservataire, c'est-à-dire qu'ils aidaient au financement de la construction du logement social via un prêt, des subventions pour le prêt, et donc après, ils avaient le droit d'utiliser ce quota. Et en fait, ce droit, c'est un peu réduit, et donc ils ont l'impression d'être dépourvus de ce droit-là. Aujourd'hui, le gros débat, il est sur la question du logement intermédiaire et du logement social. Là-dessus, je sais qu'on va avoir des positions sans doute différentes, mais la question, c'est de se dire, est-ce que le logement intermédiaire qui vise une tranche de ménages, effectivement, pas les moins aisés, c'est ça le logement intermédiaire. On parle de ménages qui, en général, ont des revenus plus importants. On ne parle pas de la mère de famille monoparentale. Et effectivement, c'est souvent des ménages qui sont en couple, qui ont des revenus de la classe moyenne. Et donc, est-ce que cette tranche-là de logement qui a beaucoup cru ces dernières années, effectivement, on le compte dans le quota de la loi SRU? Marie-Cœur de Roy. Alors, juste la classe moyenne assez haute, parce que j'ai regardé quand même, logement social, donc juste le logement intermédiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, alors évidemment les plafonds de ressources sont un peu plus élevés qu'ailleurs, mais quand même, à Paris, un couple avec 2 enfants, il peut gagner jusqu'à 8 500 € par mois. On n'est quand même pas... C'est le plafond. La moyenne du LLI à Paris n'est pas du tout là-dessus. C'est qu'on est éligible... C'est quoi le LLI? Le logement intermédiaire. Ah oui, le logement locatif. Vous parlez avec des acronymes. Non, mais c'est ça les plafonds de ressources. On est quand même sur des plafonds de ressources. Dans d'autres grandes villes de France, on monte jusqu'à 7 800 € pour un couple avec 2 enfants. On est quand même sur des plafonds de ressources nettement supérieurs. Quand on dit qu'il faut loger les infirmières, le jour où on trouvera une infirmière à 8 000 €, on en parlera. Donc, les infirmières, par exemple, c'est du logement social. Et donc, il y a une espèce de... Il y a un sujet, sans doute, dans certaines villes très tendues, où le marché immobilier est très difficile, pour certaines catégories de la population qui ont besoin de ce logement intermédiaire. Mais je tiens à rappeler que les 2 900 000 demandeurs, eux, ce dont ils ont besoin, c'est d'un logement social. Très bien. Et donc, on ne peut pas placer les 2 produits exactement à égalité. Merci infiniment à tous les 3. Débat ardent et passionnant. Merci encore. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit, Marie Bonisseau. Les 200 ans du quotidien Le Figaro sont fêtés en ce moment à Paris. Et puis, les corrections parentales sont définitivement écartées par la Cour de cassation. Les marmots respirent. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est un acronyme, en fait, Fed, la Réserve fédérale américaine, qui est en charge de la politique monétaire. Et son patron est dans le collimateur d'un certain Donald Trump. C'est entendu. La Fed s'apprête donc mercredi soir à baisser ses taux. La bataille que mène Trump contre la Fed. Le président de la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Fed, ou The Fed en anglais, apocope de Federal Reserve, du latin foedus, alliance et servare, préservé, désigne la Banque centrale des États-Unis. Le 12 janvier, le patron de la Fed a révélé qu'une enquête est ouverte contre lui par la procureure fédérale du district de Columbia. Il y voit une manœuvre du président américain. La Fed est un puissant outil pour l'Amérique dont elle conduit la politique monétaire, assure la stabilité du système financier et soutient l'emploi. Elle fixe notamment les taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire le prix de l'argent prêté par la Banque centrale aux banques commerciales et donc aux Américains. Parce que son objectif à long terme est la stabilité économique de son pays, le patron de la Fed préfère garder des taux d'intérêt élevés. Emprunter des pépettes coûte plus cher, afin de lutter contre l'inflation et les bulles financières. Le président, au contraire, les préfère pas pour doper la consommation ou financer ses baisses d'impôts, donc faire reluire sa cote d'amour. Cet antagonisme entre le flambeur et l'emmerdeur, en 2017, le premier a pourtant nommé le second, dont le mandat s'achève en mai, a pris une nouvelle tournure judiciaire. Bien qu'il s'en défende, le grand bétonneur est soupçonné d'avoir ordonné cette enquête sur le grand argentier au prétexte d'une fraude sur les coûts de rénovation du building de la Fed.
La Fed, créée en 1913, est un organisme indépendant de la Maison-Blanche, composé de 7 gouverneurs élus pour 14 ans, dont un président élu pour 4 ans, renouvelable sur désir présidentiel, confirmé par le Sénat. Il semble que le désir se soit émoussé et l'Amérique flousière s'interroge. L'indépendance, c'est $, ou du cochon? Bravo Thibault Nolty. Alors, Marie Bonisseau, Xavier Maudy, vos chroniques. Cher Xavier, oui, il aurait fallu 200 bougies, mais là, on aurait eu du mal. Le Figaro fête ses 200 ans. Le quotidien français est un des rares journaux au monde qui peut revendiquer une telle jeunesse. Et vous revenez à sa naissance, s'il vous plaît. Oui, Elisabeth, parce qu'à la toute fin de l'année 1825, un prospectus circule dans Paris qui annonce la parution prochaine d'un nouveau journal promis le 1er janvier 1826. Les gens pourront lire Le Figaro, qui se présente comme un journal littéraire, un journal de bigarrure française. C'est très rigolo, c'est-à-dire des mélanges comme ça. Et puis quand on regarde ce prospectus, on se dit mais oui, c'est bon, les rédacteurs ont choisi des pseudonymes tirés des pièces de Beaumarchais, donc Le Mariage de Figaro, Le Barbier de Séville, on trouve Le Comte Amalviva, on trouve Rosine, on trouve Suzanne. Et puis, il y a comme une sorte de slogan, la vérité quand même. Et là, les contemporains comprennent qu'ici, c'est un pied de nez à la devise adoptée par les ultra-royalistes du moment. Vive le roi! Quand même, les ultra-royalistes particulièrement virulents. On est sous le règne de Charles X. Charles X, un roi particulièrement rigide. Non mais voilà, tout est là. Hein. Il y a le titre, Le Figaro, l'évocation de Beaumarchais. Donc on se dit, ce journal va dénoncer la censure, va dénoncer ceux qui se sont donné la peine de naître et rien d'autre, c'est-à-dire cette évocation à Beaumarchais. Alors, qu'en paraît-il, du coup, Le Figaro? Ils avaient dit le 1er janvier 1826. Non, il n'y a rien le 1er janvier 1826. Il faut attendre 15 jours encore, le 15 janvier. Mais alors, attention, ils sont très malins parce qu'ils font une sorte de numéro 0 qui couvre le 1er, 2, 3, 14 janvier. Comme ça, ils peuvent dire, si on a un numéro qui est sorti le 1er janvier. Non, mais c'est ça, c'est cet esprit caustique des créateurs de ce journal. Hein. C'est Maurice Alloy, c'est Étienne Darago. Ce sont de jeunes gens, ce sont des journalistes, des écrivains à un moment où tous ces mondes-là sont extrêmement poreux. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un journal satirique. Et dans ses premiers numéros, Le Figaro s'en prend à un homme, le duc de Montmorency. Alors lui, c'est la cible. C'est-à-dire que cet homme-là, c'est un ancien militaire, il a traversé la Révolution, il a été un moment sous la Restauration, ministre des Affaires étrangères, il s'est rallié au pouvoir. Et il vient d'être nommé à l'Académie française en novembre 1825, sauf qu'il n'a jamais rien écrit. Et là, ça y va, Le Figaro, numéro après numéro attaque. Dans le numéro du 18 janvier 1826, vous pouvez lire qu'on parie que monsieur le duc de M, on a compris qui c'était, va publier les 10 premières lignes de la première page de son premier livre bientôt. Voilà, et on se moque de lui, sauf que ce duc de Montmorency meurt de manière très brutale en mars 1826. Il meurt dans l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris le jour du Vendredi Saint. Donc, sachant que la religion est très importante à ce moment-là, surtout pour le pouvoir, ça crée une émotion populaire. Là, Le Figaro fait profil bas. D'ailleurs, les deux fondateurs le lâchent vite, mais Le Figaro est repris. Et c'est ça l'histoire des premières décennies du Figaro. Ce sont des faillites, des reprises, des faillites, des reprises, jusqu'à abandonner. Alors là, on est dans les années 1830. L'aspect satirique et devenir un véritable journal politique sérieux, avec toujours aujourd'hui l'évocation de ses origines. Un sous-titre de Figaro, vous avez toujours cette phrase de Beaumarchais: sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Donc, bon anniversaire, Le Figaro. Ben voilà. Et il y avait quand même Chérubin, l'éveillé et Grippe Soleil qui écrivait dans la première version du Figaro, c'est délicieux. Chère Marie Bonisseau, hier la Cour de cassation a écarté définitivement l'existence d'un droit de correction parentale sur les marmots. Oui, ça y est, c'est clair, c'est limpide, c'est écrit noir sur blanc dans cet arrêt de la Cour de cassation. Le droit de correction n'existe pas, ni dans la loi française, ni dans les textes internationaux, ni dans la jurisprudence moderne de la Cour de cassation, contrairement à ce que défendait, par exemple, notre ancien Premier ministre, François Bayrou, qui était, rappelez-vous, en mai dernier devant une commission parlementaire, et qui avait utilisé l'expression « une tape de père de famille » à propos d'une gifle qu'il avait lui-même administrée à un enfant accusé de lui faire les poches à Strasbourg en 2002. Contrairement donc à ce que laisse entendre l'idée d'une tape de père, il est interdit de taper, de fesser, de gifler, de toucher un enfant, comme il est interdit de l'humilier, de lui hurler dessus, de l'insulter, de s'en moquer, bref, ni violence physique, ni violence psychologique, sous couvert d'éducation, d'apprendre quelque chose, d'inculquer quelque chose à un enfant. Alors pourquoi est-ce qu'on le redit alors que c'est écrit dans le Code civil depuis 2019 ? Eh bien parce que
En novembre 2024, la Cour d'appel de Metz avait littéralement ulcéré les associations de défense de droits de l'enfant en relaxant un père de famille violent envers ses 2 fils, relaxé sous couvert de ce fameux droit imaginaire et coutumier de correction parentale. Alors, ce père, un certain Yves M., major de la police aux frontières, avait reconnu les gifles, les étranglements, les insultes, le tirage par le col de ces gamins. Une éducation, disait-il, rude et stricte. Un père casque à pointe avait renchéri un collègue et ami venu le soutenir à la barre. L'aîné de ses 2 fils, lui, avait parlé d'un père qui l'a, je cite, détruit de l'intérieur et qui le faisait vivre dans une terreur permanente. Or, sans écarter la réalité de ces violences, les juges de la Cour d'appel avaient estimé d'abord que ces punitions, elles n'avaient pas laissé de traces sur les enfants, on peut en discuter, et que 2, elles étaient toujours consécutives à une bêtise de l'enfant. Et que donc, aux yeux de ces juges, ça se justifiait parce qu'on essayait de lui expliquer quelque chose avec ces violences. Hier, la Cour de cassation a, comme son nom l'indique, cassé cette relaxe du père, qui va être jugé, et a pris soin de préciser dans son arrêt, c'est très important, que la qualité de parent est une circonstance aggravante en cas de violence commise envers un mineur. J'espère qu'en écoutant cette chronique, des parents n'ont rien appris. Tant mieux pour eux et pour leurs enfants. Il n'empêche qu'ils ne sont pas seuls, parce que dans le dernier baromètre IFOP de la Fondation pour l'enfance, on voyait, c'est en juin 2024, une hausse des violences éducatives dans les familles françaises, avec un quart des parents qui déclaraient avoir donné une fessée à leur enfant dans la semaine précédant l'enquête. La loi est à jour. La jurisprudence ne souffre plus d'aucune ambiguïté. Maintenant, les mentalités, elles suivent, comme souvent, à un rythme différent. Oui, le plus vite possible, on espère. Merci Marie, merci à tous. Demain, 20h05, Renaud Délicieux aux commandes du club. On se retrouve lundi à 20h05 aussi. Tchuss.